Aujourd'hui, à PME en Action, on s'intéresse au perfectionnisme au travail. Évidemment, atteindre la perfection, c'est utopique, mais on peut se fixer comme objectif d'essayer de s'en rapprocher. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans l'illusion que la perfection, on peut l'atteindre. On va voir les conséquences de cela avec notre invité, Pascal Landriot, qui est coach professionnel. Bonjour. Bonjour, Pierre. C'est sûr que le perfectionnisme, hein, on devrait viser ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être parfait. On peut peut-être s'en approcher, mais être parfait, ça serait un peu se vanter de dire ça. Sauf qu'il y a des gens dans leur tête, ça devient une obsession, cette recherche de la perfection-là. En fait, c'est ça. Les perfectionnistes, en plus, s'ils ne sont pas perfectionnistes dans leur tête, ils vont devenir médiocres ou non performants, voire même paresseux. C'est tout ou rien pour eux. Absolument. Et puis, ils pensent que c'est le prix du succès et qu'ils ne peuvent pas atteindre la qualité qu'ils veulent atteindre sans cette rigueur-là. Ça peut les amener à de la dépression s'ils ne réussissent pas à atteindre la perfection? Bien, possiblement jusque-là, mais surtout un stress élevé, beaucoup d'anxiété et tout ça. C'est des gens aussi qui sont en général en perpétuelle insatisfaction. Ils sont insatisfaits de leur travail, souvent aussi insatisfaits du travail des autres. Ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur de l'échec. C'est des gens qui se disent aussi « j'aurais pu, j'aurais dû beaucoup et qui ont besoin aussi d'avoir un sentiment de contrôle. Comment on les reconnaît? Parce qu'on en a probablement tous côtoyé à un moment donné, des perfectionnistes. C'est évident ou on le sent? C'est assez évident, surtout avec certaines des choses que je viens d'énumérer, et ça a aussi plusieurs inconvénients. Donc, en fait, on croit que le perfectionnisme peut peut-être équivaloir à l'excellence ou même à la performance, mais en fait, le perfectionnisme peut diminuer l'efficacité. Donc, le perfectionniste, lui, il va s'attarder beaucoup aux détails, il va peut-être même prendre beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre et il va mettre de l'emphase sur les choses qui sont peut-être moins importantes versus les choses qui sont prioritaires. Parce qu'il veut que ce soit parfait, donc il ne peut pas céder le moins de petites choses. Je ne sais pas, il commence son projet puis il n'aime pas le format du papier. Il va se concentrer là-dessus, il va focaliser là-dessus, il va oublier le reste tout simplement. Puis il va perdre l'idée du reste ou il va se concentrer, c'est ça, sur toutes sortes de petites choses, de menus détails. Et ce qui arrive aussi, c'est que des fois, ça va le porter à procrastiner parce que aussi, il se met des objectifs tellement élevés, il veut atteindre une qualité parfaite qu'il voit l'objectif comme étant des fois plus grand qu'il est vraiment. Il va reporter parce que c'est pas prêt, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas réussi telle ou telle étape. Et souvent, c'est des détails qui sont pas majeurs. Hein? Il va s'attarder sur des détails secondaires. Absolument. Oui. Alors donc, on voit le genre de conséquences que ça peut avoir. Quelle attitude on devrait avoir? Parce qu'on dit la perfection, c'est quand même bien. Viser la perfection, c'est bien, mais on sait qu'on ne l'atteindra pas. Qu'est-ce qu'on devrait plutôt faire? Dans quel mode d'esprit on devrait se mettre plutôt? Bien, en fait, on peut se mettre dans le mode d'esprit d'être optimaliste versus être perfectionniste. Et l'optimaliste, lui, il va rechercher l'excellence, il va toujours rechercher la meilleure qualité possible. Possible, ça c'est le mot important. Et il va accepter de faire des erreurs. Donc, il sait qu'à travers l'erreur, il va avoir de grands apprentissages. Et puis, l'exemple parfait, c'est que si on prend un débogage de logiciels, on sait qu'il n'y a pas de logiciel qui arrive sur le marché qui est parfait au début. Donc, on va créer une version initiale et justement pour qu'elle puisse produire certaines erreurs, pour qu'on puisse ensuite modifier le code, faire les corrections et puis graduellement arriver à la qualité qu'on veut. Est-ce qu'on peut transformer un perfectionniste en optimaliste? Oui. Comment on fait ça? Absolument. Donc, si premièrement, on se rend compte, c'est de prendre conscience qu'on est perfectionniste. J'ai toute une série de questions sur mon blog de ce mois-ci qui permet de vous identifier. C'est vrai, il faut le mentionner, Pascal, parce que sur votre blog, évidemment, vous avez écrit un billet là-dessus. D'ailleurs, la photo est assez saisissante, la photo qui illustre le propos. Où on a tout ça en détail. J'invite les gens, d'ailleurs, à aller voir ce documentaire. Alors, vous avez une série de questions. On répond à ces questions-là et ça va nous dire si... Oui, si vous avez répondu oui à au moins la moitié de ces questions-là, il y a des bonnes chances que vous ayez des tendances perfectionnistes. Alors, c'est certain qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui ont des tendances perfectionnistes, il y a des gens qui sont vraiment perfectionnistes. Mais et dans là, votre ça article, ce qui vraiment... est intéressant, c'est qu'il y a des pistes de transformation, justement. Ça aussi, donc il y a de l'espoir. Ça peut se changer. Vous dites, par exemple,
La dernière, moi, je l'aime bien, se pratiquer à être imparfait, admettre qu'on va être imparfait. Oui, puis même se pratiquer, donc consciemment dire, par exemple, OK, je vais seulement relire ce courriel-là une fois avant de l'envoyer. Ou on peut même dire, je vais prendre la moitié du temps que je prends d'habitude pour préparer ma présentation, puis je vais la donner. Et à ce moment-là, voir que les conséquences, finalement, ne sont pas si graves que ça. Même laisser une pièce en désordre dans sa maison, puis inviter quelqu'un. Donc vraiment s'entraîner avec des petites choses et puis graduellement, on se rend compte qu'on a plus d'efficacité d'un côté et l'impact ou les conséquences sont vraiment pas si graves. Merci beaucoup. On va aller voir ça sur votre blog. On fait pascalandriot.com. Merci. Merci. Pour notre second segment à PME en action, on a retenu le sujet de l'équité salariale. On va voir quel est le portrait de la situation au pays et ailleurs dans le monde et ce que ça implique pour les employeurs, en particulier au Québec, parce qu'on le sait, au Québec, il y a une législation particulière. On va voir tout ça avec un spécialiste de la rémunération globale, justement, Jérôme Côté, qui est associé de la firme Normandin-Baudry. Bonjour. Bon matin. Si on faisait le portrait, justement, de la situation au Canada, vite comme ça, on a l'impression qu'il y avait un rattrapage qui était amorcé. Où est-ce qu'on en est là? Bien, on observe encore un écart assez important entre le salaire moyen des hommes et des femmes. On parle là, pour chaque dollar gagné par un homme, la femme gagne l'équivalent de 73 sous. On est encore là. On est encore là. Si on tient compte seulement du taux horaire et non du nombre d'heures travaillées, il y a quand même encore un écart là, de 12 sous, là, 1,88 $ pour les femmes. Donc, c'est encore problématique dans un contexte où est-ce qu'on a une loi sur l'équité salariale au Québec depuis presque 20 ans. On a de la législation aussi dans d'autres provinces, puis on a la Charte des droits et libertés au Canada qui s'applique, où on ne devrait pas observer ce genre d'écart-là. Donc, c'est un peu frustrant parce qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ça ne semble pas donner les résultats escomptés. Puis quand on le regarde d'un point de vue mondial, c'est pas tellement reluisant non plus. Le Canada se situe au 19e rang mondial en termes d'écart entre les salaires des hommes et des femmes. On est en arrière des États-Unis, du Mexique, de la Grèce. Quand on regarde ces pays-là, on se dit, dans une économie comme la nôtre, l'autre problème aussi, c'est qu'on a glissé. Notre rang, on a glissé de 11 rangs notre position entre 1995 et 2013. Donc, on prend du retard par rapport à ces pays-là en termes d'inégalité. C'est surprenant parce qu'on avait l'impression que le rattrapage était amorcé, oui, qu'on y viendrait, oui, qu'on finirait par atteindre cet équilibre-là. Et non seulement on est loin de l'atteindre, mais on régresse. Bien, vous vous rappellerez peut-être l'étude qui a été publiée par l'Institut des statistiques du Québec, je pense en début d'année dernière, puis on en avait parlé d'ailleurs, puis l'Institut observait un peu les mêmes tendances quand on regardait au niveau des professionnels qui avaient encore des écarts. Il y a tout le temps des excuses qui sont proposées, des explications. Qu'on donne comme raison? Ben, que les femmes choisissent des emplois moins rémunérés, mais qui offrent des conditions plus, je dirais, plus flexibles, travaillent moins d'heures. Le fait qu'ils s'absentent aussi du marché du travail pendant certaines années pour des congés de maternité aurait un impact sur leur rémunération. Mais moi, quand je regarde tout ça, je me dis, l'étude la plus frappante, c'est c'est Catalyst qui l'a fait en regardant les diplômés du programme de MBA, qui est un diplôme assez prestigieux au niveau de la gestion. Puis on a regardé 1100 environ diplômés du MBA. Puis le salaire d'entrée des femmes diplômées MBA était de 8 000 $ inférieur à celui des hommes. Là, on parle de gens qui n'ont pas d'expérience vraiment, qui commencent le marché du travail, puis ils partent déjà avec 8 000 $ en arrière. Ils viennent de terminer leur étude en même temps que les hommes. Exact. Alors, on ne peut pas dire que c'est des gens qui ont quitté le marché du travail pour avoir une famille, qui ont choisi un emploi moins payant. C'est la même chose que les autres. Donc, ça semble être un problème un peu insidieux, où est-ce que on observe ces écarts-là et ça semble, nonobstant les actions qui sont prises, ça ne semble pas donner des résultats. Certains pays ont proposé des législations de transparence, c'est-à-dire que les entreprises doivent, par exemple, publier cet écart-là
et donner des plans d'action pour récupérer ces choses-là. C'est peut-être une voie là, ça pourrait être une solution pour nous ici. Possiblement, c'est ce que le Royaume-Uni et l'Australie sont en train de faire. Il y a d'autres juridictions qui regardent un peu ce genre de choses-là. Il y a un courant en ce moment d'ailleurs d'être plus transparent au niveau de la rémunération. Les entreprises se rendent compte que c'est pas juste pour régler les problèmes d'inéquité salariale entre les hommes et les femmes, mais ça amène aussi une plus grande justice organisationnelle et ça favorise la rétention puis l'engagement des employés aussi. Économiquement, il y a un gain là. Si les femmes gagnent plus cher, elles vont dépenser plus, l'économie va fonctionner plus, donc, le niveau de vie, bon... Il faut le regarder pas seulement d'un point de vue social, comme vous dites, mais d'un point de vue économique aussi, où il y a une richesse, un manque à gagner qui est là pour notre économie. Là. Mais au Québec, il y a l'obligation légale en matière d'équité salariale. Comment ça se fait qu'on n'a pas réglé le problème encore? Écoutez, on peut souscrire à la loi et faire les exigences minimales et ça va régler une certaine partie des choses. Donc, c'est ce qu'on suggère aussi, au moins faire le minimum, répondre aux exigences de la loi sur l'équité. C'est une saison de maintien. Beaucoup d'organisations auront à faire leur exercice de maintien d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une belle opportunité d'aller un peu plus loin, de se doter d'une bonne structure salariale, de bons outils d'évaluation. Parce que nos clients nous disent, quand on les approche la première fois, ils nous disent « Moi, j'ai pas de problème d'inéquité chez nous. On fait pas de discrimination et tout ça. » Mais ils n'ont pas nécessairement les outils puis la façon d'analyser ça pour être capable de vraiment déterminer s'il y en a. Puis nous, quand on creuse avec nos outils, on fait un peu de recherche, on en trouve des problématiques. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu... pas toujours de la mauvaise volonté. C'est très rarement de la mauvaise volonté, je vous dirais, mais il y a du travail à faire. Je pense qu'il faut regarder aussi au niveau des semaines de travail. La semaine de travail normale a longtemps été 37,5 heures par semaine. Donc, ce qu'on voit dans nos entreprises, les gens travaillent 40, 45 heures, 50 heures. Il faut changer un peu les grilles de... Peut-être que les femmes prennent des emplois à temps partiel à cause de ça, parce que la semaine est devenue peut-être un peu trop longue. Trop longue avec toutes leurs obligations. M. Côté, merci beaucoup pour ces explications. Ça fait plaisir. Au revoir.